Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'association d'histoire d'architecture pour l'invitation. Et donc, et désolée un peu pour la voix un peu cassée matin. Donc, je vais vous parler de en fait, ma recherche de thèse que je viens de publier, une thèse obtenue en 2020 et sous la direction de Christophe Delors, un laboratoire ACEP, et que je viens de publier il y a quelques mois aux éditions Recherche. Il faut d'abord que je signale les soutiens à la publication. Donc, j'ai eu des financements par le laboratoire ACEP, architecture, histoire, technique, territoire et patrimoine. Le CTME, le Conseil des citoyens marocains et étrangers, et la Fondation Antoine II, qui est aussi une fondation marocaine qui encourage la publication et la recherche. Donc, comme je vous le disais, ce travail est basé sur la recherche de thèse que j'ai menée depuis 2016 à l'école d'architecture de la Villette et avec l'école doctorale de Paris 1. Donc, juste rapidement, les soutiens à la thèse, donc la bourse de la thèse des dépôts et une mention de l'Académie d'architecture. Et là, je commence vraiment à vous parler du contenu. Ce travail s'est appuyé sur 4 hypothèses principales qui ont structuré l'ouvrage, qui ont structuré la thèse et qui correspondent aussi à des moments historiques différents. Donc, la première hypothèse, c'était que la modernisation de la vertu était une condition de son acceptation, donc qui correspond au début des années 60 et à la première étude de cas de la recherche. La deuxième hypothèse, c'était que la vertu était vue comme un véritable projet de société, surtout par les architectes. Donc, ça, c'était la période de la fin des années 60 et aussi le contexte mondial de remise en cause du mouvement moderne et un peu militant et recherche de techniques de construction alternative. Le troisième moment de la recherche, c'est aussi le troisième cas d'étude, c'est une mise en place d'un organisme d'expérimentation au sein du ministère de l'Habitat à Rabat entre 1968 et 1973. Et dans la dernière partie de la recherche, c'est regarder la réflexion locale, en fait, comment les habitants et comment le public percevaient ces opérations et surtout comment elles ont survécu depuis leur construction. Donc, je me suis appuyée sur 3 études de cas. En fait, au départ, j'en avais trouvé que 2. Au début de la recherche pour le choix justement du sujet, j'avais trouvé un article publié dans l'Architecture d'aujourd'hui en 1972, écrit par Jean Dautière, et qui expliquait, Jean Dautière, qui est un architecte belge, qui a travaillé au Maroc à la fin des années 60 et qui a connu ces expérimentations. Ce n'est pas l'auteur, il a travaillé, donc les architectes faisaient partie de ses collègues. Et Jean Dautière, que vous connaissez peut-être, qui est devenu ensuite un peu le spécialiste de la vertu, qui a réalisé une célèbre exposition au Centre Pompidou en 1981 sur l'architecture de Paris. Donc, il a vraiment découvert le matériau en Afrique du Nord à travers aussi des voyages en Algérie. Et il a publié un article dans l'Architecture d'aujourd'hui, donc en 1972, et c'est vraiment la lecture de cet article en 2016 qui m'a fait découvrir ces 2 projets parce qu'ils ne sont absolument pas connus, ils ne sont pas cités dans les sonographies de l'architecture d'Afrique du Nord. C'est uniquement quelques articles très, très rares qui en parlent. Donc, le premier projet, c'est celui de Marrakech, qui a eu lieu entre 1962 et 1965 et qui a permis de construire 2750 logements sociaux
en blocs de terre concrétés. Donc, il y a deux acronymes. En fait, il y a BTC qui est bloc de terre concrété et BTS qui est béton de terre stabilisé. Donc, le béton de terre, c'est la matière et le bloc de terre, c'est le matériau de construction. Le deuxième projet, c'est celui de Ouattara, qui est un peu plus au sud de Marrakech. Donc là, il s'agit de 200 logements en béton de terre stabilisé, mais pas en bloc de terre. Là, c'est une modernisation du pilier. Et la troisième étude de cas que j'ai découverte dans les archives, qui n'a pas du tout été publiée, c'est une opération à Berkane, au nord-est du Maroc, près de la frontière algérienne. Et là, il s'agit de 400 logements en bloc de terre concrété. Donc d'abord, il a fallu repérer toutes les archives de toutes ces opérations, enfin de ces trois opérations, et qui était un travail très intéressant parce que certains centres contenaient des archives, mais je ne pouvais pas me douter en fait que je trouverais les archives de ces opérations là-bas. Donc d'abord, Jean Mondetière m'a orienté vers les archives de Jean Hensen qui se trouvent à la Cambre à Bruxelles. Jean Hensen, c'est le concepteur de la deuxième opération. Et donc, c'est un architecte belge qui a travaillé presque 30 ans au Maroc. Et sa famille a reversé ses archives à la Cambre comme il est belge. Et donc, il y a 60 boîtes dans ce fonds d'archives qui est très peu exploité. Alors, il a été versé récemment en 2016, mais pour l'instant, il y a seulement un doctorant belge qui travaille dessus. Donc, j'ai pu travailler sur 11 boîtes qui concernaient réellement la construction en terre. Il y a aussi pas mal d'archives en France, même si c'est une époque post-coloniale. Mais comme il y avait la coopération après la décolonisation, donc il y a eu beaucoup d'échanges en fait, entre le ministère de l'Habitat marocain et l'organisme de recherche français. Donc à la BNF, par exemple, il y a des rapports du ministère de l'Habitat. Il y a aussi le centre de recherche du ministère de la Transition écologique qui se trouve à la Défense et qui contient vraiment beaucoup de choses sur l'Afrique et sur la période de coopération. Donc c'est un fonds intéressant et qu'on ne connaît pas suffisamment en école d'architecture. Les archives de Jean Mondetière, comme je disais, comme il a organisé une exposition au centre Pompidou, en fait, il a travaillé assez longtemps au centre Pompidou. Il était commissaire d'exposition. Donc, il a donné ses archives qui sont conservées là-bas. Et il y a bien sûr le centre de documentation du cratère qui se trouve en Isère à Villefontaine. Le cratère a récupéré beaucoup de documents pour ses premières publications. Donc, les étudiants qui sont à l'origine de la fondation du cratère en 1979 ont fait des voyages en fait, avant de fonder le cratère. Et pendant 5-6 ans, ils ont écrit aux ambassades de plusieurs pays d'Afrique, comme l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, parce qu'ils savaient que la recherche sur la terre crue était un peu plus avancée là-bas à l'époque. Il n'y avait presque rien en France pendant les 30 glorieuses. Et donc, comme ils ont eu donc le début de la crise énergétique, la crise pétrolière dans les années 70, tout ça a motivé un intérêt pour la terre crue. Et donc, ils ont pu rencontrer les concepteurs des études de classe dont je vais vous parler, et notamment Patrice Doët, qui s'en souvient très bien, explique avoir rencontré ces deux concepteurs qui leur ont donné accès à tous leurs travaux de recherche, et ils ont donc pu photocopier énormément de rapports que je n'ai pas forcément trouvé au Maroc, mais que j'ai pu retrouver donc à la maison de l'Art en Isère. Il y a aussi, bien entendu, les archives marocaines, surtout celles du ministère de l'Habitat à Rabat, qui conservent donc les rapports de l'époque. Il y a une grande photothèque à l'École nationale d'architecture de Rabat qui conserve
directement. Et pour les archives locales, c'était vraiment très très difficile. Ils ont été perdus pour la plupart. J'ai retrouvé juste quelques dossiers, notamment pour voir. Et dernière chose sur les archives, on a pu avoir accès aux archives d'Alain Masson, qui était jusque-là conservées par sa famille. Alain Masson, c'est un ingénieur dont je vais vous parler tout de suite. C'est le premier initiateur de ces opérations. Et donc, grâce à Jean Lucien, on a contacté sa famille, récupéré toutes ces archives, on les a classées et rapatriées à Rabat, en Chine du Maroc. Et dans ces archives, il y avait un fond photographique notamment très riche. Donc, comme je vous le disais, la première hypothèse, c'était que la modernisation de la terre crue a été une condition de son acceptation. Donc, notamment pour la première opération, celle de Marrakech, qui a commencé en 1961. En fait, en 1961, il y a eu une enquête sur les ménages qui se trouvaient dans un bidonville de Marrakech et qui devaient être relogés d'urgence. Et donc, suite à cette enquête sociale et démographique, on a pu déterminer les besoins et la taille des familles, etc. Et le chantier a démarré très vite, début 1962. Et le choix du matériau par Alain Masson a été guidé par plusieurs arguments, donc bien entendu l'argument économique. Donc là, je rejoins Charlotte pour le voir. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vraiment l'économie qui est déterminante, vu que là, on doit reloger des familles sans ressources. Et il fallait aussi industrialiser en quelque sorte ce matériau pour pouvoir l'employer très vite. Il y a eu aussi l'argument de la main-d'œuvre dont je vais vous parler. Donc, Alain Masson, c'est un ingénieur français des ponts et chaussées qui est allé au Maroc dans le cadre de la coopération, puisque, comme vous le savez peut-être, on pouvait à l'époque aller plus facilement en Afrique du Nord, soit pour remplacer les services militaires, soit pour avoir aussi une sorte de promotion dans la carrière. C'était plus facile en fait d'avoir des postes à responsabilité dans ces pays où il manquait de cadres. Et donc, Alain Masson avait 34 ans quand il arrivait à Marrakech, il était devenu tout de suite directeur des travaux publics de la ville de Marrakech. Pour construire ces logements, il a importé une presse qui a été mise au point en Amérique du Sud, dans un centre qui s'appelle Simba, en Colombie. Et donc, à l'époque de la guerre froide, les Américains voulaient vraiment aider les pays d'Amérique du Sud dans leur développement pour empêcher le bloc communiste d'être influent, donc ils voulaient garder l'influence américaine. Et donc, il y avait des centres de coopération et de développement américains, dont celui qui s'appelle le CIMBA, donc le Centro Interamericano de Vivienda d'Habitation. Et dans ce centre, il y a eu un ingénieur qui s'appelle Raoul Ramirez, qui a fait au point cette presse pour réaliser des blocs de terre comprimée. Et c'est la première presse qu'on connaît pour la terre comprimée, qui est vraiment très connue dans le milieu, qui s'appelle la Simba. Donc, là, il y a une erreur, ça s'écrit avec un T, Simba et Ram pour Ramirez. Et Alain Masson a importé cette presse à Marrakech. Il a importé plusieurs exemplaires pour permettre de réaliser des blocs de terre comprimés très rapidement et pour industrialiser la terre. Donc la première tranche, c'était 700 logements. Elle a été démarrée en 1962, donc, comme je le disais. Elle a duré environ 6 mois, c'était vraiment très rapide. Il y a eu juste quelques tests de la terre pour voir si elle pouvait être employée comme bloc de terre, et aussi pour savoir la quantité de ciment pour stabiliser. Donc,
utilise d'autres matériaux parce qu'on perd, en fait, en mettant du ciment, on perd cette qualité de recyclage de la terre. Parce que normalement, c'est un matériau qu'on recycle à l'infini. On peut démolir une maison en terre et reconstruire avec la même terre. Mais comme je vous disais, donc, à l'époque, c'était vraiment l'argument économique qui était le premier. Et comme vous pouvez le voir sur la photo aérienne, c'était un plan très orthogonal, donc conçu par un ingénieur pour être le plus rationnel possible, le plus rapide possible, pour construire ces maisons vraiment dans un temps très limité. Et on peut aussi voir l'influence du fonctionnalisme et du mouvement moderne dans la conception. Vous avez ici le plan de base, donc c'était des cellules en fait, de 48 mètres carrés, 6 mètres par 8 mètres, avec seulement une pièce de lit et une petite pièce d'eau. On pouvait rajouter une deuxième chambre par la suite, et c'était vraiment un habitat minimal. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'architecture marocaine, donc la trame sanitaire améliorée, elle est basée sur la trame Écochard, qui était un peu plus grande, qui était de 8 mètres par 8 mètres. Et Écochard, donc, qui a travaillé avec les Casablanca à la fin des années 40, et qui a mis au point une trame sanitaire qui permettait en fait d'avoir d'abord des logements individuels de 64 mètres carrés. Et cette trame devait servir par la suite pour réaliser des logements collectifs. Donc il y avait l'idée que cette trame, c'était pour des logements d'urgence, des logements provisoires. Et pour cette opération aussi, celle de Marrakech, c'était l'idée aussi que c'était des logements provisoires, de relogement, qui devaient durer peut-être une vingtaine d'années maximum, mais ce n'était pas l'objectif final. Ce n'était pas des logements définitifs. C'était uniquement transitoire pour reloger les habitants de l'île. Le système constructif aussi montre la rationalité du projet. Donc, les blocs de terre étaient employés uniquement en remplissage. Donc, il y avait une structure de poutres en béton. La toiture aussi était en béton. Et pour aller vite, en fait, il y avait énormément d'éléments préfabriqués de la maison. Donc, par exemple, pour le toit, on avait utilisé des bacs autoportants en béton. Donc, c'est des éléments en fait en U qu'on superpose. Donc, il y avait un élément bas et un élément haut pour avoir un vide d'air entre les deux, pour avoir une sorte d'isolation pour le climat de Marrakech. Mais là, on n'avait que 20 cm, donc c'était vraiment pas beaucoup. Donc, il y avait aussi les encadrements de portes et de fenêtres qui étaient en béton et les bacs pour l'eau, etc., qui ne pouvaient pas être en terre et qui étaient en béton. Et comme je vous le disais, le chantier ici était industrialisé, donc il y avait une organisation assez poussée du chantier. Donc il y avait des aires de préfabrication, où on déposait tous ces éléments préfabriqués sur place dans des coffrages réalisés sur place, qui étaient déposés donc, sur le chantier. Et dans ce chantier, donc, on réalisait, comme je vous disais, les éléments de toiture, les encadrements de portes, etc. Et il y avait une autre zone dans le chantier où on réalisait des blocs de terre, qui étaient aussi stockés sur place, sur le chantier. Donc, tout était fait vraiment là. Vous voyez ici la manière dont on posait ces éléments de toiture sur la maison, avec ces grands portiques. Et voilà, donc la deuxième raison pour laquelle on a utilisé la terre, c'est pour employer une main-d'œuvre non qualifiée. En même temps que le chantier a démarré, vers 1961, il y a eu la création d'un organisme national qui s'appelle la Commission nationale, qui devait lutter contre le chômage et contre l'exode rural, et qui employait en fait des personnes non qualifiées sur les chantiers de l'État. Donc en général, c'était des ponts ou des routes. Et là, la nation a décidé d'employer cette promotion nationale
pour faire baisser les prix du chantier. Et donc, ce qui faisait les prix, c'est que ces chômeurs étaient payés en nature, en fait, ils étaient payés avec du blé, qui étaient des dons américains. À l'époque, ils avaient aux États-Unis des surplus de blé qui donnaient à des pays d'Afrique pour la coopération, pour aider le développement aussi. Donc, ils récupéraient ces dons alimentaires qui étaient redistribués à ces chômeurs, et donc ça pouvait aussi baisser le prix de revient de l'opération. Donc ces personnes étaient non qualifiées, donc il fallait les encadrer par des ouvriers qualifiés. Et puis il y avait un certain nombre d'ouvriers de la promotion nationale qui restaient sur le chantier environ 15 jours, qui est une période assez courte, mais comme ça permettait de faire travailler le plus grand nombre possible et aussi de les former à la maçonnerie et aussi à la réalisation de blocs de fer et à la pose de ces blocs. Et donc, il y avait quand même un aspect social dans ce chantier qui était intéressant, mais qui n'a pas forcément été mis en valeur. Je voulais aussi rappeler le contexte de la réalisation de ces opérations. Donc, dans les années 60, c'est l'époque où le Maroc n'est pas du tout tourné vers les matériaux traditionnels, c'est plutôt l'inverse. C'est une époque où on essaye, donc le Maroc est indépendant depuis 1956, donc c'est vraiment le tout début du pays. On essaye un peu d'aller dans la modernité architecturale. Donc il y a cette revue qui s'appelle Un plus U, qui a été créée en 1962, qui essaye de valoriser l'architecture plutôt en béton, en fait, une sorte de brutalisme, si on peut dire. Donc là, par exemple, il y a, vous voyez la photo du tribunal de Bimelen qui a été réalisée par Delacroix. Donc les deux représentants les plus connus de ce mouvement moderne marocain, Delacroix et Al-Aghuri, qui ont beaucoup construit en béton, avec quand même une contextualisation des formes, comme vous pouvez le voir ici, avec les voûtes des toitures en béton. Donc, on essaie de trouver une écriture locale, mais vraiment très orientée vers la modernité architecturale. On n'est pas du tout dans l'idée de la tradition ou d'un vocabulaire vernaculaire. Donc, ce qui m'amène à la deuxième opération. Donc, vous voyez que là, on a repris les toitures en forme de voûte, mais sauf que là, elles sont réalisées en terre. Donc, la deuxième opération de Alain Masson en terre, donc après le succès de l'Alziat, donc l'opération de Marrakech, il décide d'améliorer en quelque sorte cette première opération en faisant appel à un architecte belge qui s'appelle Jean Hensel, dont je vous parlais de lui tout à l'heure. Jean Hensel est arrivé au Maroc en 1965 et il a disons, un vécu très différent de celui de Masson. C'est un architecte d'origine très modeste qui a été le seul de ses frères et sœurs à faire des études supérieures. Il est très militant, donc il a été aidé par le Parti communiste belge pour faire ses études. Donc il a vraiment cette orientation militante de gauche. Et son épouse est sociologue et tous les deux, ils arrivent au Maroc donc, en 1965 pour essayer d'exercer autrement, puisque Jean Hensel a aussi travaillé un petit peu à Paris avant d'arriver au Maroc. Il n'était pas très satisfait de ce qu'il faisait là-bas, et donc c'est pour ça qu'il a été recruté aussi. Enfin, il a accepté d'aller travailler là-bas. En fait, il a rencontré le directeur du service urbanisme de l'époque. Il l'a rencontré à Paris. Et donc, on a recruté beaucoup d'architectes belges à ce moment-là, puisque c'était des francophones, mais qui n'étaient pas français. Vu que les Français, c'était quand même les anciens colonisateurs. Donc, on essayait aussi d'éviter d'avoir beaucoup de Français dans les services de l'État marocain. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'architectes belges à l'époque au Maroc.
Donc Jean Hensel souhaite aider Alain Masson à améliorer cette construction en terre, mais lui, il n'est pas du tout guidé par l'argument économique. Lui, il essaye vraiment de s'adapter aux usages et aux modes de vie locaux. Et donc, j'ai trouvé dans ces archives énormément de dessins de cette deuxième opération avec des variantes. Comme vous pouvez le voir, des dessins très détaillés et des coupes de détails, des taxonométries, enfin voilà, tout ce qui n'a pas été fait pour le premier projet. Il y a une étude assez poussée de Jean Hensel pour réaliser cette deuxième opération qui a été appelée BTS 67, donc béton de terre stabilisé de 1967. Donc il a dessiné tous les détails même de l'intérieur de la maison, avec ici à gauche des niches de rangement en roseau. Donc il a essayé d'utiliser aussi le roseau comme matériau de construction, puisqu'il était très répandu, il est encore d'ailleurs très répandu et très économique au Maroc. Il peut même dessiner donc les portes et toutes les menuiseries de la maison étaient en roseau. Dans la conception de la maison, Jean-Michel a aussi essayé d'avoir une inspiration de la maison de Médina traditionnelle. Donc, si vous connaissez un peu cette typologie, vous voyez que on s'organise autour d'un patio central avec des chambres autour qui sont rectangulaires, avec une entrée qui est un petit peu décalée. On ne voit pas le fond de la maison depuis la rue. Le WC qui est placé en façade, les façades qui sont aveugles et les chambres qui s'ouvrent sur l'intérieur, et même un petit enclos pour le décalé, puisqu'à l'époque, c'est une ville qui est encore un peu rurale, qui n'est pas trop urbaine. Voilà. Donc la conception est très différente dans cette opération de la première. Comme vous pouvez le voir, on est déjà beaucoup plus grand, on a 11 mètres par 12 mètres, donc 121 mètres carrés. Donc normalement, c'était destiné aussi à des opérations de recasement. Mais malheureusement, ça n'a pas été attribué auquel c'était destiné. On a peut-être estimé que c'était trop grand pour eux, donc ça a été donné à des fonctionnaires en fait, du ministère de l'Intérieur qui ont récupéré donc, ces grandes parcelles et qui ont pu les acheter. On leur a vendu au bout de quelques années, même à 10 ans, et donc ils ont très vite démoli pour exploiter cette parcelle de 120 mètres carrés qui se trouve maintenant en plein centre-ville de Montréal. Donc, vous voyez aussi qu'on est loin de la cellule minimum de mes cauchemars. Et l'architecte de l'opération, Jean Hensel, a aussi réalisé des maquettes d'études pour cette opération, pour aussi s'intéresser au mode de vie et à l'usage qui se faisait dans le logement à cette époque-là. Vous voyez qu'il a représenté même le mobilier, il a voulu avoir des arbres dans les patios pour rappeler un petit peu les riades marocains. Donc ces photos de maquettes sont vraiment très intéressantes à voir avec tout le petit mobilier qu'il a réalisé à l'intérieur. Et donc dans la conception aussi du quartier, les 200 logements que vous voyez sur les maquettes du haut, il a aussi essayé d'avoir une typologie, une organisation beaucoup moins orthogonale et fonctionnaliste que pour la première opération. Là, on a aussi un rapprochement de la ville traditionnelle avec une organisation différente, avec des rues hiérarchisées, des petites places. Voilà. C'est beaucoup plus proche de l'habitat traditionnel. Et aussi, il a regroupé les maisons par petits blocs. Il n'a pas eu vraiment des très longues rues comme on a pu le voir sur le projet précédent. Ce qui était aussi très intéressant
j'avais assisté au début de ma thèse à une conférence de Guy, justement, qui avait parlé des photos de chantier. C'était à l'Arsenal et ça m'a tout de suite fait penser à mon cas d'étude. Donc, sur la manière dont les photos de chantier reflètent une volonté de montrer le chantier d'une certaine manière. Donc là, on voit bien que c'est un ingénieur qui a travaillé sur le chantier. On voit bien la volonté de montrer que c'est un matériau traditionnel. Donc dans toutes ces photos, il y a très peu de bébés qui apparaissent, très peu de personnages humains. On a l'impression que ça peut monter tout seul, que c'est plus rapide, que c'est voilà, très facile de monter ce coffrage. Donc c'est un coffrage métallique, alors que normalement le pilier, dans la manière traditionnelle, c'est un coffrage bois. Donc ici, Alain Masson a imaginé un coffrage total pour monter des maisons empiézées très rapidement. Donc le coffrage a été réalisé à Casablanca. Il a été importé donc, à Marrakech, en Ouattata, qui est à 300 km au sud. Donc ça prenait un petit peu de temps de monter le coffrage, mais une fois qu'il était monté, on ne prenait que 24 heures pour remplir de terre et piser la terre et enlever le coffrage. Et comme il faisait très chaud, ça séchait dans la nuit et on pouvait réaliser donc une maison en 24 heures. Et en plus, c'était des maisons mitoyennes, on pouvait faire des pièces de vie 2 par 2. Donc c'était vraiment aussi organisé de manière très rationnelle pour gagner beaucoup de temps sur le chantier. Vous voyez là la photo du coffrage terminé. Et en haut, le pisoir pneumatique qui permet de piser, qui évite de piser à la main à la manière traditionnelle, pour aller beaucoup plus vite. Et des photos des maisons terminées. Donc, comme je vous disais, l'emploi du roseau dans les maisons, dans les menuiseries. Il n'y avait pas de vitrage aux fenêtres, il y avait uniquement des volets en roseau, les portes en roseau, le faux plafond aussi en roseau. Des arbres étaient plantés dans le patio de la maison et vous voyez en bas l'enclos pour le bétail. Avant de passer à la suite, je voulais préciser que dans cette opération, cette forme de voûte en terre a été refusée en fait, par des autorités. Très rapidement, en fait, ils ont commencé à construire quelques maisons et je n'ai jamais su qui était venu sur le chantier pour changer cette forme de toiture. Mais il y a eu apparemment un haut fonctionnaire qui est venu et qui a ordonné qu'on arrête cette forme de toiture et qu'on passe à des toitures terrasses en béton. Et c'était vraiment dommage pour l'époque parce que l'objectif dans ces toitures butées, c'était d'éviter l'emploi du béton, puisque dans les constructions en terre, c'est toujours le toit qui pose problème. C'est même dans le travail de Hassan Tati, il explique que la voûte, en lui, ce n'était pas des voûtes coffrées, mais c'était des voûtes avec de la dore, donc avec des briques de terre. Mais la voûte en terre, en fait, elle permet d'éviter l'emploi du bois pour la toiture, qui est très cher donc dans ces pays, en Égypte comme en Maroc. Donc le fait d'avoir une voûte en terre, ça permet vraiment de faire des économies importantes. Donc là, le fait qu'on soit passé à des extraterrains, c'était ça remettait le ciment sur les chantiers, donc on perdait les économies. Donc je vais accélérer un petit peu. Donc je voulais juste préciser que Jean a réalisé énormément de travaux dont beaucoup n'ont pas été publiés et c'est pour ça que ces archives sont si abondantes. Parmi ceux qui ont été publiés, donc, il y a Téléfin qui montre son intérêt pour les techniques constructives et surtout il avait un intérêt social en fait. Pour lui, l'emploi de la terre, ça permet de revaloriser les savoir-faire anciens. Donc, ce n'était pas du tout le même intérêt que celui d'un ingénieur qui peut uniquement faire des économies et en parallèle faire un peu de social en employant les chômeurs. Là, c'était
vraiment un projet de développement de tout le pays, de remettre les savoir-faire anciens au cœur de la construction. Donc là, c'est des dessins, des techniques traditionnelles. Vous voyez en bas le pilier traditionnel qui est utilisé à la main, avec le coffrage en bois. En haut, les adobes qui sont les briques de fer moulées dans des cadres à la main. Et à droite, des schémas qui représentent la climatisation active, donc comment on peut ventiler les logements dans le sud, donc les Xours et les Casbah du sud, qui sont construits en terre. Donc, comme je vous disais, la première opération a eu beaucoup de succès. Donc, elle a été développée par la hiérarchie de la maçon. Il a eu une promotion, il a proposé la création d'un centre de recherche au ministère de l'Habitat à Rabat. Et il a dirigé ce centre de recherche, qui s'appelait le CAF, le Centre d'expérimentation, de recherche et de formation, donc qui était principalement constitué de coopérants européens. Donc il y avait Jean Hensels aussi dans ce centre. Ils ont effectué énormément d'études de l'habitat traditionnel, notamment l'habitat rural. Donc il y a eu des relevés pendant plusieurs années, un travail de terrain pour essayer de comprendre les usages et la manière de construire cet habitat. Ils ont aussi effectué des expérimentations, dont ces toitures en roseau qui étaient expérimentées à Rabat, pas loin du centre. Ils ont eu un prix de l'Union internationale des architectes. Mais en 1972, le centre a été fermé pour des raisons politiques. Il y a eu des événements politiques, je ne vais pas trop expliquer maintenant. Donc, la troisième opération, donc celle dont je vous parlais au début, elle n'a pas du tout été publiée et je n'ai trouvé aucune archive ni locale ni dans le ministère, mais j'ai vraiment rien trouvé dessus. Donc, j'ai dû faire un peu de relevé de reconstitution de cet habitat où j'ai trouvé plusieurs typologies de cellules, dont celle-ci. Donc, on voit qu'on est revenu un peu à la maison traditionnelle, donc les maisons assez grandes, mais la technique de construction, c'était le bloc de terre comprimé. On a abandonné le pilier. Donc, l'état de ces opérations aujourd'hui, ici à Marrakech, la plupart ont été surélevés en partant de ciment, bien sûr, c'est le prix disponible. Donc, parfois, on n'a même pas démoli la maison du rez-de-chaussée, on a rajouté 2-3 étages par-dessus, vu qu'on avait une structure béton, ça tient quand même. Et malheureusement, à Ouajdabad, comme je vous disais, on a tout démoli, j'ai pu retrouver qu'une maison encore. Elle est abandonnée, hein, elle a été démolie aussi. Et tout a été reconstruit en partant, en R+2. Et là, comme il n'y avait pas de structure béton, on a vraiment tout en place. La troisième opération, qui est aussi très transformée. Je pense que je n'ai pas le temps de parler des autres opérations, désolé. Donc, l'état actuel de la construction en terre, donc ça, c'est des opérations très contemporaines. La village de l'âme par un architecte français, Denis Cocard. Et cette opération que j'aime beaucoup, l'école de jardinage de Rabat-Khali, qui a été ouverte jusqu'en 2016, qui n'a pas encore été trop publiée, qui est structure béton, béton et remplissage en adobe, avec un architecte espagnol et un français, et une aide financière d'association espagnole. Je ne pense pas que j'aurai le temps de parler je viens de l'école Makeba de Nanterre qui est privée, mais peut-être au cours du débat, on pourra en parler. Merci pour votre attention.